Ayo al-ikhwa al-akhawat, salam alaikum, mesdames et messieurs, bonjour. Nous sommes le dimanche 14 avril 2019. Bienvenue à TSA Direct. C'est sur le site de TSA sur l'Algérie, sur la page Facebook de TSA, mais également sur Twitter et sur YouTube. Nous avons le plaisir d'accueillir ce matin Monsieur Mokhtar Saïd Mediouni, ancien officier supérieur de l'armée nationale populaire, des forces aériennes de l'armée nationale populaire, mais également expert aéronautique à Verital. Bonjour Monsieur Mediouni. Bonjour Monsieur Metaoui, merci pour l'invitation. Et merci beaucoup d'être venu. Vous voyez, depuis le 22 février, il y a un harak populaire, une contestation populaire dans le pays qui demande des changements politiques. Il y a eu quelques changements, le départ du président Bouteflika, etc., désignation de Abdelkader Ben Salah comme président intérimaire. Comment vous voyez l'évolution des choses depuis ces derniers jours, au moins? D'abord, nous saluons ce grand peuple qui continue à exprimer ses revendications d'une façon pacifique. Et je crois que ça, c'est la grandeur de ce peuple. On a rehaussé un peu l'image de l'Algérien à l'étranger aujourd'hui. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Les revendications, elles ne sont pas venues comme ça. Je crois que c'était un marasme de 20 ans ou plus. Et ça ne pouvait finir que comme ça. Ça n'avait pas encore, ça n'avait pas d'autres issues que de finir comme ça. Parce qu'on peut supporter, et les choses étaient trop visibles. Les choses étaient trop visibles. Il y avait la malvie, il y avait des richesses colossales qui se construisaient sur le dos de ce peuple, qui étaient arrogantes même, je dirais même arrogantes. Il y avait des droits bafoués. On a assisté aux manifestations des médecins, aux manifestations des retraités de l'ANP qui étaient chaque jour bastonnés, gazés, malmenés, et qui n'avaient pas le droit de rentrer sur l'Alger, alors que manifester est un droit constitutionnel. Donc, tout ça pour revenir à la Constitution. C'est-à-dire que tout dépend de quel côté vous êtes. Si vous êtes du côté du pouvoir, vous pouvez faire abstraction de la Constitution, mais sinon au peuple, on lui demande de respecter la Constitution. Donc, le fait de bloquer les routes amenant sur Alger par des barrages filtrant pour bloquer les gens, c'est un droit constitutionnel de circuler en tant qu'Algérien, et ce droit nous est enlevé. Donc tout ça, ça ne pouvait déboucher que sur cette grande révolution qui reste, alhamdoulilah rabbi, pacifique, qui a amené déjà un résultat. Et d'ailleurs la première provocation, c'était de présenter un candidat malade, que tout le monde savait malade, et de nous dire qu'on allait continuer encore un quinquennat avec le même président pour la continuité. Continuité de quoi? On avait parlé de continuité, de projet, voilà. Et dans tout ça, il n'y a pas que lui. C'est tous ces partis de la coalition, entre guillemets, qui sont partis que sur le papier, parce que c'est des hommes qui les représentent, ce n'est pas des militants. La preuve, à partir du 22, il n'y a plus de militants dans ces partis-là, qui sont devenus encore plus arrogants chaque jour. Et ce peuple qui a enfanté Ben Mehdi, ce peuple qui a enfanté Amir Rouge, qui a enfanté Sil Hawass, ce peuple de l'Amir Abdelkader, de Cheikh Boumama, ne pouvait pas rester éternellement silencieux quand même. Est-ce que le pouvoir avait pris conscience ou pas? Moi je pense que c'était l'ivresse du pouvoir et l'ivresse des richesses mal acquises qui a fait qu'on a oublié cet aspect-là. Est-ce que vous pensez que ce qui reste du pouvoir partant, parce qu'il n'est pas encore toujours parti, même est-ce que vous pensez qu'ils ont toujours des capacités de nuisance? Moi, je pense que ce qu'on a vu ce dernier week-end, ils ont toujours des capacités de nuisance. Et même si le peuple il reste pacifique, et je suis certain qu'il le restera, parce qu'il y a une prise de conscience extraordinaire. Monsieur Metaoui, est-ce que vous allez trouver dans une librairie une constitution maintenant? Le stock est épuisé. Oui, les gens veulent lire la Constitution. Des jeunes de 14 ans qui lisent la Constitution, je trouve que c'est magnifique. Je vais vous dire quelque chose. Malgré leur nuisance, ils vont continuer à nuire à ce harak. Ils vont continuer leur provocation. De quelle manière? Vous savez ce qu'on a vu la dernière fois, mettre des gens, des baltadjis à l'intérieur du mouvement, pour provoquer et pour arriver. Parce que ce qui s'est passé ce week-end sur le tunnel, moi je trouve que c'était pas du tout professionnel. Vous savez, tunnel des facultés à Alger. Tunnel des facultés à Alger, parce que vous avez vu à la Mecque, quand il y a des bousculades, c'est des centaines de morts, c'est des milliers de morts. Alhamdoulilah, on n'a rien eu, parce que sinon ça aurait vraiment dérapé. Et si ça dérape, personne ne pourra contrôler. Donc nous demandons la vigilance de tous les gens qui participent,
d'être vigilants, d'être citoyens civiques, d'être citoyens propres comme ils l'ont été toujours, mais de faire très attention et d'être attentifs à ce qui se passe autour. Donc vous pensez qu'on veut pousser le mouvement de contestation populaire et pacifique vers la violence? Je ne pense pas que ce mouvement passera par la violence. Ouais. Parce que je crois qu'on a acculé ce pouvoir. Il est dos au mur maintenant, il est comme une bête blessée, il essaie d'utiliser tous les moyens. Mais ce harak, il nous rappelle les marches pacifiques de Martin Luther King pour le recouvrement des droits civiques et l'abolition de la ségrégation. C'est avec le pacifisme qu'il est arrivé à arracher ça. Dans les années 60. Et voilà, et notre mouvement, il restera comme ça. Ce mouvement de ce peuple restera comme ça. Maintenant, ce peuple, je crois, le grand problème, c'est une rupture de confiance. Et c'est cette rupture de confiance entre le pouvoir et le peuple qui fait qu'aujourd'hui, toute chose qui vient du pouvoir actuel ou des dirigeants actuels, conjoncturels, même s'il le faut aussi, il faut le dire, n'est pas acceptée parce qu'il n'y a plus de confiance. La seule confiance qu'il y a aujourd'hui, on l'a remarqué dans toutes les marches, c'est entre le peuple et son armée. Le peuple continue à faire confiance à l'armée nationale populaire, parce que l'armée nationale populaire, par ses réalisations, même ces dernières 20 années, qui est-ce qui a créé le plus d'emplois? C'est l'armée nationale populaire. Je parle des usines, de voitures, de camions, de tout. D'accord? Qui est-ce qui ouvre, qui enlève l'isolement quand il y a des intempéries? C'est l'armée nationale populaire. Qui est-ce qui emmène le gaz pour les populations isolées? C'est l'armée nationale populaire. Qui est-ce qui a fait la route sur Tamaracet? C'est l'armée nationale. Des barrages verts. Toutes ces acquisitions, tous ces acquis sont capitalisés comme des signes de confiance entre l'armée et son peuple. Et que doit faire l'armée en pareille situation? Eh bien justement, je veux dire, M. Matawi, vous dites maintenant, vous annoncez que M. Ben Salah va faire un discours. Personne ne le regarde à la télé. Vous dites M. Bedoui va parler au peuple. Personne ne le regarde. Et on a vu que la population de Béchar a chassé hier le ministre de l'Intérieur. Eh bien oui, justement, on est arrivé à et on va arriver à plus que ça. Il est urgent que l'armée nationale populaire ait à sa tête le chef d'état-major, le général de corps d'armée, qui a été très courageux d'abord d'être du côté de ce peuple, dans ses précédentes déclarations, qui a été le premier à parler de lutte contre la corruption. Et ça, c'est des actes qui peuvent rétablir la confiance entre le peuple et ses dirigeants. Mais aujourd'hui, je pense que l'armée, elle a déjà quelque chose. Elle a son peuple qui est à côté d'elle, et le peuple, il a son armée qui est à côté de lui. Je crois qu'ensemble, on va trouver une solution, parce qu'on ne peut pas rester bloqué sur des textes qui, finalement, quand on fait le bilan de la Constitution, qui n'ont aucune valeur. Parce que l'armée, maintenant, elle est coincée entre l'idée de rester de l'article de la Constitution, l'article 102, et maintenant, Abdelkader Ben Salah a été désigné en tant que président du Conseil de la Nation, président par intérim, jusqu'au la tenue des élections présidentielles le 4 juillet, comme cela a été annoncé, et entre l'idée qu'il y a une population qui refuse ce processus. C'est un processus constitutionnel mais qui est refusé par la population parce que il est symbolisé par Ben Salah, par M. Nordin Bedoui et M. Taïb El-Aissa au Conseil constitutionnel. Est-ce que vous pensez que toutes ces personnes doivent partir? Vous savez, quand on revient à l'article 7 et à l'article 8, sur la souveraineté du peuple, et ça a été annoncé par le chef d'état-major de l'armée nationale populaire comme étant deux articles qui doivent accompagner l'application de l'article 102. Si on voit ces deux articles, Bedoui, il est rejeté, Ben Salah, il est rejeté, leur gouvernement, il est rejeté. Il faudrait qu'on trouve des mécanismes pour essayer de sortir de cette impasse. L'armée algérienne, elle est restée républicaine et elle a toujours été républicaine. Et elle a démontré aux gens qui dénigrent l'armée que c'était une armée de putschistes, elle est restée républicaine. On a vu tous les partis. Moi, j'ai vu des partis qui passaient dans des plateaux de télé qui demandaient à l'armée d'intervenir à un certain moment, et vous le savez, monsieur, maintenant. D'accord. Des partis d'opposition, des partis. Eh bien, aujourd'hui, quand l'armée elle a parlé de l'article 102, on a parlé d'un putsch. Alors que c'est pas vrai. On a parlé d'un coup d'État blanc. Voilà. L'armée a l'article 28, qui est un article constitutionnel, et c'est un rôle constitutionnel de défendre cette nation, sa souveraineté et son peuple. Et l'armée nationale populaire, moi je suis convaincu qu'elle ne laissera pas ce pays pour lequel des milliers ou des millions de personnes ont donné leur vie partir à la dérive. On doit trouver des mécanismes pour que le peuple s'exprime librement, choisisse librement ses dirigeants et repartir pour reconstruire un grand pays. Un pays qui fera rêver les autres. C'est-à-dire, vous croyez à l'idée d'une transition politique négociée? Je pense avec l'opposition et avec l'armée. Je pense que c'est une solution. C'est une solution à ne pas écarter et inclure. Vous savez, dans le harak,
Quand je pense que actuellement on dit, tiens, ils sont jeunes encore. Ouais. Mais Obama, il avait 46 ans quand il était président de la plus grande puissance du monde. Ouais. D'accord? Et on a des jeunes, je les vois sur les plateaux, des jeunes étudiants, des jeunes cadres. Aujourd'hui, justement, chose que je voudrais signaler, M. Medaoui, c'est que quand on va au Harak, on se retrouve avec des PDG, on se retrouve avec des directeurs de grandes entreprises. Public. Le Harak, ce n'est pas un mouvement de voyous, c'est tout un peuple dans toute sa composante qui est là debout pour dire non. Écoutons ce peuple, puisque la Constitution lui confère le droit d'être écouté. Parce qu'on a l'impression qu'il y a un aveuglement, et d'ailleurs c'est un peu les commentaires de beaucoup d'analystes, parce que après, il y a eu avant la désignation de M. Ben Salah, c'était mardi 9 avril, des manifestations de rue. Ben Salah a été maintenu malgré que avant la marche qui était avant le vendredi passé, avant le 12 avril, disait non 3B. Ben Salah, Belhaïs, Bedoui, on a ajouté Boucharab qui est président de l'APN, l'Assemblée Populaire Nationale, coordinateur du FLN. Mais malgré ça, on a maintenu ce processus et on a installé Ben Salah et on dit que c'est ça la solution. Alors qu'elle est rejetée dans la rue, rejetée par la population. On est dans l'impasse. On est dans l'impasse. Actuellement, on est dans l'impasse et on ne voudrait pas que ça continue. Je crois qu'il est urgent de trouver une solution parce que, bon, finalement, c'est de bonne guerre, M. Medaoui. Ces gens qui ont eu ces privilèges pendant des années, ils vont pas les lâcher. Ils vont faire même une contre-révolution pour ne pas les lâcher. C'est pas un problème de poste politique ou de poste de responsabilité, c'est un problème de privilège. D'accord? Et ceux-là n'ont pas encore compris que ce peuple ne rentrera plus jamais à la maison sans avoir concrétisé le changement qu'il a demandé. Le changement réel. Et ce changement, il l'aura. Aujourd'hui, demain, ce changement, il l'aura. C'est un vent de liberté qui a soufflé sur ce pays. Et c'est constructif, vous savez, je vais vous dire quelque chose. Et des fois, j'ai les larmes aux yeux quand je pense au week-end dernier, M. Medaoui. Oui. Il y avait les gaz lacrymogènes, je passais, on était obligé de trouver des chemins pour contourner. De traverse, Et malgré les gaz lacrymogènes, il y avait des jeunes qui continuaient à peindre les escaliers, à mettre leurs fresques, à nettoyer Alger. Je crois que ça, c'est quelque chose que Dieu nous a donné, ce peuple. Et on peut faire avec ce peuple quelque chose d'extraordinaire. Pour tous les patriotes, s'ils sont sincères, s'ils aiment leur pays, c'est urgent de trouver une solution. Est-ce que sa solution commence par le départ de Ben Salah? C'est impératif. C'est impératif. Et je pense que lui, s'il est patriote, il devra faire un geste. Un geste vis-à-vis de ce grand peuple. Démissionner. Oui. Voilà. C'est Mediouni, vous avez parlé des affaires de corruption et le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah, qui est également vice-ministre de la Défense, chef d'état-major de l'armée, a parlé de 2 ou 3 dossiers. Mais visiblement, il y a beaucoup de dossiers qui sont pendants au niveau de la justice. La justice, selon M. Gaïd Salah, a retrouvé ses prérogatives parce que visiblement, on a constaté et reconnu que la justice algérienne n'était pas vraiment indépendante dans le traitement de ces corruptions. Est-ce que vous pensez que la justice peut aller jusqu'au bout? Moi, je pense que la justice pourra aller jusqu'au bout parce que dans le discours de M. le général de corps d'armée, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, il ne pouvait pas citer toutes les affaires de corruption sur un discours. Les plus donc il a cité les plus visibles. Il y a BRC aussi, qu'on n'oublie pas. Il y a l'autoroute Est-Ouest. Il y a autre chose. Il y a les petites magouilles. Parce que quand on voit, par exemple, sur l'affaire de Haddad, j'ai vu sur un plateau de télé le directeur de TRHB qui défendait. Oui, mais quand on obtient des crédits qui dépassent la valeur de votre entreprise, il y a aussi des administrateurs qui doivent être entendus. Il n'y a pas que Haddad, il n'y a pas que ces hommes d'affaires. C'est l'administration qui les a aidés. Et sur quelle base elle les a aidés à avoir tout ce qui était impossible. Voilà. Et je pense que la justice aujourd'hui, elle a les mains libres pour s'autosaisir de ces affaires. Les dossiers existent, ils ont toujours existé. On les a mis de côté parce qu'il y avait la justice du coup de fil qui fonctionnait. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, pour reparler de la justice, c'était pas quelque chose d'extraordinaire hier, la décision des magistrats de ne pas couvrir ces élections. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est pour cela qu'on revient à dire qu'il est urgent de trouver une solution. Ça veut dire que les élections ne peuvent pas avoir lieu maintenant. Il ne peut pas y avoir lieu. Donc, ces élections, déjà, dès le départ, elles sont caduques. On est en train de perdre du temps. C'est-à-dire qu'il faut agir maintenant. Il faut agir maintenant. Vous avez parlé dans une vidéo de la piste de l'aéroport d'Alger, qui devait être construite par Haddad. Et vous avez dit qu'il n'avait pas terminé cette... Oui, elle n'est pas encore terminée. Et moi, la question que j'avais posée, c'était sur quelle base on peut donner une piste d'aéroport, une piste d'Alger, la piste principale, on peut la donner à Haddad.
Est-ce qu'il a l'expérience d'un génie de l'air, d'un génie aéroportuaire? Est-ce qu'il a construit des pistes? Ça, c'est une piste d'avion. On connaît tous les projets de Haddad, les routes de Kabylie qui sont défoncées, la route de l'Khadaria qui n'est pas encore terminée. Comment qu'on arrive à lui donner une piste? Et moi, j'ai dit encore mieux. Sur la gestion du nouvel aérogare, la somme colossale qui a été consacrée à cet aérogare. Ouais. On aurait pu demander aux Chinois de nous faire cette piste comme mesure d'accompagnement. Et elle aurait été terminée en un mois. Et pourquoi on n'a pas fait? Il fallait la donner à M. Haddad pour essayer de trouver quelque chose à grignoter, c'est tout. Donc vous pensez qu'il y a des magouilles dans cette affaire? Oui. De l'aéroport. Je suis certain, parce qu'une piste d'aéroport, elle peut être faite par mesure d'accompagnement. Oui. Parce que le marché, il était tellement énorme. Pourquoi les Chinois ne nous ont pas construit l'opéra? Oui. Ils ne nous ont pas construit la résidence du Wali d'Oran par mesure d'accompagnement. Oui, c'était même un cadeau du gouvernement chinois. Ils n'ont pas construit le siège de l'OUA à Addis Abeba. Oui. D'accord? Donc c'est quoi une piste d'aviation pour un marché aussi colossal? Parce que même quand vous allez voir le marché de l'aéroport, et je demande, moi je n'avance rien du tout, ça reste toujours à la justice de clarifier, d'enquêter les choses. Quand vous voyez un aéroport aussi grand fonctionner par des sous-traitances, parce que même des grandes entreprises qu'on dit ETRHB, ils sont toujours sous-traités. Est-ce que c'est normal? Je vous donne un autre cas qui est flagrant. Allez-y. Vous prenez les TUSA, vous aussi, comme moi. Oui. On monte dans des bus de Tahkout. Ouais. Donc, les TUSA, c'est une entreprise d'État. Ouais. Et les banques qui ont donné les crédits à Tahkout pour acheter les bus, c'est des banques d'État. Oui. Pourquoi c'est pas les TUSA qui a eu les crédits pour les louer à Tahkout? Et pourquoi on les a donnés à Tahkout alors? Je demande à ce qu'on... J'espère que les prochains jours nous donnerons beaucoup de clarifications sur ça. Qui m'a dit que nous le mal. Avec tout ce qu'il a, nous les bus. Vous pensez que ces hommes d'affaires sont couverts politiquement? Ah oui. Par qui? Ah oui. Monsieur le chef d'état-major a parlé de groupes anticonstitutionnels qui dirigeaient les affaires de la présidence. Et tout le monde, vous savez, on est algériens, on les voyait dans les cimetières ensemble. On les voyait dans les mariages ensemble. Vous pensez à Saïd Bouteflika? Saïd Bouteflika était entouré par tous les hommes d'affaires. C'est lui qui les attire ou c'est eux qui vont vers lui? Ah non, c'est eux qui vont vers lui. Parce que lui, il avait ce pouvoir. Pour avoir des couvertures. Pour avoir des marchés, pour avoir des ouvertures. Comment qu'il a fonctionné le FCE? Comment qu'il a fonctionné le FCE? Oui. Les gens qui n'ont pas rejoint le FCE ont mis la clé sur le paillasson. Oui. Parce que le FCE, c'était l'allégeance au 5e mandat, au 4e mandat. Il aurait pu partir jusqu'au 7e mandat, le FCE. Ouais. Pourquoi? Parce qu'ils sont des couvertures politiques? C'est certain, mais c'est certain. Politique, non, je dirais affairiste. Avoir des crédits bancaires facilement. Pensez-vous que M. Haddad, il a une idée, il a un raisonnement politique? Ouais. Ce bonhomme n'arrive même pas à mettre deux phrases ensemble, donc je ne pense pas qu'il a une conviction politique. C'est un affairiste, comme tous les affairistes, qui a profité d'une situation. Vous êtes dans le secteur aérien et récemment, depuis le début du Harak, contestation populaire, interdiction a été faite pour interdire le décollage et l'atterrissage d'avions privés en Algérie. Pourquoi cette mesure a été prise? Cette mesure a été prise, c'est une mesure conservatoire. Vous savez, on était dans une période où on parlait beaucoup de ces hommes d'affaires qui se sont immiscés dans la gestion politique de l'État algérien et qui ont amené ce pays à ce désastre. Et ces hommes d'affaires, d'ailleurs, preuve en est que, comment expliquer qu'un homme d'affaires comme Haddad, s'il n'avait rien à se reprocher, il essaie de quitter le territoire national par la frontière terrestre et à 3 heures du matin. Il a toute la latitude de prendre un billet. Il avait pris un billet d'avion ce jour-là pour détourner l'attention. D'accord? Donc, ces avions privés, l'État algérien, les services de sécurité, c'est parce que la décision de la DAC est venue, je suis certain, des services de sécurité. La DAC, c'est la direction de l'aviation civile et de la météorologie. Du ministère des Transports. Du ministère des Transports. Donc, c'est les services de sécurité qui ont instruit la DAC à mettre fin à ces vols parce que c'était incontrôlable. Il y avait des va-et-vient Il y avait des va-et-vient qui étaient fréquents, qui étaient plus fréquents que la normale. Qui était plus fréquent que la normale. Je parlerai surtout de l'avion de Tahkout, le fameux avion le jet qu'il a loué ou qu'il a affrété, donc on ne connaît même pas la situation, s'il est loué ou s'il est affrété. Ah bon, c'est pas clair. C'est pas clair parce que vous savez, pour affréter un avion, pour louer un avion, il est depuis 3 ans pratiquement, sinon plus. Il y a l'instruction 465 de la direction de l'aviation civile et de la météorologie qui stipule que tout
personne qui veut louer, qui veut affréter, doit passer par une demande adressée au ministère des Transports, qui lui saisit Verital, notre organisme, pour aller expertiser cet avion sur place, sur son site, où il se trouve, et donner notre avis si cet avion pouvait être utilisé dans l'espace aérien algérien en toute sécurité. Donc il y a une réglementation qui est une réglementation OACI. Ce dossier n'est jamais, ce dossier et cette demande ne nous est jamais parvenu au niveau de notre entreprise. Donc il y a un avion fantôme qui survole le fantôme, non, je ne pense pas. Certainement qu'on lui a accordé une autorisation par des personnes qui étaient... en dehors de la direction de l'aviation civile. En dehors de la direction civile. À l'époque, il y avait Talaï qui était ministre des Transports. Oui. Il y avait M. Aziz qui était DAC. Mais sinon, on aurait retrouvé cette trace. Mais je pense que c'était plus haut. Il y avait M. Ouihia qui était Premier ministre. Ah. D'accord. Voilà. Voilà. Donc, ces choses-là, je pense que je ne peux pas, par respect au fonctionnement de la justice à laquelle je fais confiance et au service de sécurité, je pourrais laisser ça. C'est à vérifier parce que moi personnellement je voulais à tout prix inspecter cet avion, mais voilà, à l'époque on me disait cet avion il faut le laisser tranquille. Il ne faut pas contrôler cet avion. On ne peut pas contrôler cet avion. On ne sait pas s'il répond aux normes de sécurité ou pas. On ne peut pas. Et il a été apprêté à l'île d'Aruba. D'Aruba, du côté du Venezuela, c'est une île offshore qui dépend du royaume de Néderlande, des Pays-Bas. Des Pays-Bas, là on peut faire ce qu'on veut sur le plan fiscal. Voilà. Ouais. Voilà. Et les destinations, vous avez parlé de va-et-vient d'avions. Les destinations, je pense, j'avais pas accès aux destinations, mais c'était des destinations hors d'État algérien. Européennes. Mais voilà, le problème, je pense qu'il a été vite. On a mis un frein tout de suite, juste après la première semaine. Donc le fait de bloquer ces jets privés. Aujourd'hui, c'est mieux contrôlé, mais sinon, ce jet privé est toujours bloqué. Il y a beaucoup de jets privés en Algérie ? Il y a des entreprises qui louent des jets privés. Mais pour les hommes d'affaires ? Non, par exemple, vous avez M. Elmi qui a fait une demande d'achat. Oui. Là, pour revenir à la réglementation d'achat d'un avion, c'était un Falcon 900. Mais cet avion, l'entreprise dans laquelle je travaille, on a dit non. Cet avion ne répond pas aux normes. Parce que pour acheter un avion, il faudrait que ça soit de l'année. C'est comme les voitures. Ah. Et cet avion était vieux par rapport à l'année d'importation. Oui, donc on a dit non. Donc ça, c'était une procédure normale. Oui. Oui. Voilà. Mais d'autres jets privés, vous avez une entreprise qui est Star Aviation, qui a des jets privés. Et vous savez comment que ça fonctionne, c'est les hommes d'affaires, au lieu d'acheter des jets privés, ils achètent des heures de vol. Ah. D'accord. Vous allez chez Star Aviation maintenant, pour cette année 2019, je voudrais acheter 60 heures de vol. Donc, vous avez vos 60 heures. À n'importe quel moment vous aurez besoin de cet avion, on vous l'envoie avec le décompte des heures de vol que vous avez. Combien sincèrement, je n'ai pas ce chiffre. Et l'affrètement l'avion, combien? L'affrètement aussi, je n'ai pas les chiffres, mais ça coûte. Affréter un avion, ça coûte cher. Ça coûte cher. Et puisque vous êtes dans l'aérien, est-ce que la flotte, vous en pensez quoi de la flotte d'Air Algérie? Est-ce qu'elle est vieillotte? Est-ce qu'il faut la renouveler? Est-ce que vous avez accès aux vérifications de l'eau? Bien sûr qu'on vérifie. Justement, parce que des fois on parle de sécurité Air Algérie, ça manque de sécurité. Vous savez, c'est des avions très sûrs. Vous savez que nos avions sont soumis à des contrôles à l'étranger, ce qu'on appelle les inspections SAFA. D'accord. Et ces inspections-là, quand vous voyez dans la notice qui nous parvient, vous trouvez nil sur un avion, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun écart. Je suis fier, c'est qu'on est en train de faire un travail extraordinaire. Les techniciens d'Air Algérie, les entreprises de contrôle, dont je dépends, et on vérifie la navigabilité de ces avions. On ne laisse pas partir un avion comme ça. Oui. Et vous contrôlez tout ça. Maintenant, Air Algérie, elle doit se développer. Air Algérie, je crois que la population, elle voyage, l'Algérien voyage. Oui, les perspectives, on est au milieu. Vous savez, ce pays, il est extraordinaire. C'est pour cela que ça attire des convoitises. Oui. Vous savez qu'on est au milieu, entre l'Afrique et l'Europe, et on est au milieu de l'Afrique, on est au sommet, on est le plus grand pays africain. Actuellement. D'accord. Donc, on a des capacités de se développer en Afrique qui nous rapporteront quelque chose d'extraordinaire. Il y a tous les secteurs qui sont restés vierges. Vous avez un secteur touristique, il n'existe pas. D'accord. À part des gens qui ont investi à Timimoun, il n'y a pas d'investissement. Et on n'a pas besoin de ce pétrole. On peut travailler. Aujourd'hui, le jeune peut travailler. Et cette jeunesse nous a démontré qu'elle n'attend que l'occasion pour travailler, pour gagner sa vie. Oui. Et, il y a une année, il y avait un avion militaire qui est tombé, qui a craché
Est-ce que vous avez eu... est-ce qu'on connaît pourquoi cet avion? C'était le 11 avril 2018. C'était un Hercule, me semble. Non, c'était un Ilyushin 76. Un Ilyushin 76, qui est un vieil avion quand même. Non, vous savez, on ne peut pas parler de vieil avion. Justement, j'avais vu ça sur les réseaux. C'est bien de nous expliquer. Voilà. Il n'y a pas de vieil avion. Vous savez, un avion est soumis à un certificat de navigabilité. Ouais. Et ce certificat de navigabilité, il est établi sur la base de vérification. Ouais. Un avion passe par 36 000 vérifications, 36 000 révisions. Ouais. La révision générale. Cet avion venait de rentrer d'une révision générale. D'accord. On ne peut pas mettre en péril déjà un équipage. Moi, en tant que pilote, quand j'étais pilote, je ne peux pas prendre un avion qui n'est pas en état de navigabilité. Déjà, ça y va de ma vie à moi et des gens que je transporte. Donc, l'avion n'était pas vieux. Mais vous savez, l'aviation, c'est celle qui avance à grands pas. Mais elle avance comment? C'est malheureux de le dire, mais elle avance par ses morts. Chaque mort dans l'aviation fait avancer l'aviation. C'est un métier, il y a pas, le risque zéro n'existe pas. D'accord. Moi, j'ai fait une spécialité d'enquêteur accident avion et j'en ai fait des enquêtes. D'accord. Le risque zéro n'existe pas. Vous savez, on peut remonter, parce qu'aujourd'hui, les gens spéculent. La première semaine, ils ont commencé à parler de vieilles. Vous savez, une enquête, elle peut durer 2 ans, 3 ans. On remonte des fois trop loin pour essayer de trouver l'origine d'un accident. Parce que l'Ilyushin a tout de suite décroché après le décollage. Vous savez, pourquoi un avion décroche? Pourquoi il décroche un avion? Vous savez que les 2 phases les plus critiques, c'est le décollage et l'atterrissage. Le décollage, parce qu'un avion, il a un minimum de portance. Il vient juste d'arracher ses roues, donc il n'a pas de vitesse. Il n'a pas d'altitude pour pouvoir manœuvrer. Et si à ce moment-là, il perd des organes vitaux, où je parlerai l'arrêt d'un moteur sur un côté ou de 2 moteurs sur un côté, là, personne ne pourra le contrôler. D'accord. Il n'a ni l'altitude, ni la vitesse, ni la portance nécessaire pour essayer de passer à autre chose. Cet avion, s'il avait perdu, par exemple, ses 2 moteurs en vol, en niveau de croisière, il serait revenu, ou il aurait même continué jusqu'à Bachar sans problème. Malheureusement, c'est arrivé dans la phase la plus critique. Et dans le monde entier, personne ne peut éviter un accident dans une phase de décollage. Il y avait une raison pour le décrochage. Et je vous rappellerai l'accident d'Air Algérie à Tamanrasset, qui avait perdu un moteur, au décollage, et qui ne pouvait pas rattraper. Voilà. Donc c'était à cause de la perte d'un moteur. Vous savez, l'enquête elle a été confiée aux experts des forces aériennes et de l'armée nationale populaire. Non, vous savez, quand on sort, on essaie de laisser nos camarades travailler. Parce qu'on a une armée maintenant qui est encore plus professionnelle que quand on était. Il y a des jeunes extraordinaires. Vous savez, dans l'armée, je crois qu'il y a le potentiel de chercheurs et de docteurs d'État le plus élevé en Algérie. On est en train de faire quelque chose de merveilleux. Il y a une grande armée aujourd'hui. Donc, je pense que cette armée, il y a des gens qui sont en train de dénigrer l'armée, mais je crois que c'est voulu. Parce qu'on est jaloux de ses capacités. Et le chef d'état-major de l'armée nationale populaire a fait beaucoup pour cette armée pour qu'elle devienne développée comme elle l'est aujourd'hui. Et si aujourd'hui, parce que là on manifeste, on exprime, on se libère, mais vous savez combien il y a de militaires sur les frontières pour qu'on le fasse en toute sécurité? Vous savez tous les agents de renseignement, des militaires, de la gendarmerie, de la police qui sont au milieu de la foule pour sécuriser cette foule, pour sécuriser ce pays, ils font un travail colossal. Et ça serait vraiment malhonnête de ne pas remercier ces gens-là pour tout le travail qu'ils sont en train de faire pour qu'on puisse arriver au résultat de notre révolution. Monsieur Mediouni, j'ai vu dans une vidéo de vous-même, et c'était un peu émouvant de votre part. Vous dites au président Abdelaziz Bouteflika, qui a démissionné le 2 avril après avoir géré le pays pendant 20 ans, je ne vous pardonne pas, monsieur le président. Pourquoi? Moi, sincèrement, je ne pourrais pas pardonner. Je ne pourrais pas pardonner parce que moi, quand j'ai commencé, tiens, une anecdote, quand j'ai commencé dans la lutte antiterroriste pour que cette République reste debout, j'avais des cheveux raides. Vous voyez qu'aujourd'hui, je n'ai plus rien. J'étais encore jeune. Vous êtes toujours jeune, monsieur. Voilà, et j'avais fait tout ça. On ne mangeait pas, on ne dormait pas. On était tout le temps dans nos appareils, dans les montagnes pour sauver ce peuple, pour sauver ce pays. Et on avait donné les meilleures années de notre vie. Est-ce que vous pensez que des milliards pourront nous rembourser les années qu'on a perdues? Aujourd'hui, on n'est plus comme on était. D'accord? On n'a pas vu nos enfants grandir. Et en contrepartie, des gens se sont introduits au pouvoir pour dilapider, pour voler, pour nous priver de nos libertés, pour hypothéquer notre avenir et celui de nos enfants. Non, je ne pourrais pas pardonner. Je ne pardonnerai jamais.
Et vous demandez à ce que ces gens qui ont volé et détourné, qu'ils soient jugés. S'ils ne seront pas jugés, c'est qu'on n'aurait pas fait une révolution. Ouais. Et comment vous qualifiez cette révolution, Semdiouni? La révolution passera par le rétablissement de la confiance entre le peuple et ses gouvernants. Ce peuple, il est en train en attente d'actes réels. Et les actes réels passeront par, justement, un assainissement total de la gestion actuellement de l'État. Une transparence, elle est nécessaire pour que le peuple refasse confiance dans ses gouvernants. Sur le président qui va venir, sur le gouvernement qui va venir, mais je ne parle pas uniquement pour cette période, mais pour après. Il faut continuer à être transparent et laisser les biens du peuple algérien au peuple algérien. Et vous pensez que la lutte contre la corruption va aller jusqu'au bout dans le climat actuel? Parce que les juges réclament maintenant leur indépendance, réclament l'ouverture. Hier, vous avez vu, et c'est la première fois depuis l'indépendance de l'Algérie que des magistrats manifestent devant le ministère de la Justice. Je pense qu'il n'y a pas eu ça par le passé, qui ont demandé l'ouverture de tous les dossiers de la corruption. Vous pensez que les juges peuvent aller jusqu'au bout? Est-ce qu'ils doivent être protégés? Parce que les juges ont aussi des familles, ils ont ici des... Les juges devraient être... Vous vous rappelez l'Italie, quand elle a commencé à lutter contre la mafia, le juge doit être protégé d'abord. Il y a un juge qui a été assassiné, voilà, un juge Pelkal. Et il devrait être à l'abri aussi des besoins, parce que la corruption, elle est là aussi, d'accord, sur la protection du juge. Mais je pense que les juges, ils sont sincères dans leur démarche de vouloir être libres dans leur jugement. Dans leur jugement, conformément aux lois de la République. Il y a beaucoup de choses qu'on doit revoir. On doit revoir le code électoral, on doit revoir la Constitution, on doit revoir le code pénal. Il y a beaucoup de choses qu'on doit pour accompagner justement ce mouvement qui va vers la lutte contre la corruption. Moi, je pense que la lutte contre la corruption, ça sera la chose la plus difficile à faire et la plus facile. Parce que celui qui va venir après, ce peuple ne lâchera plus. Il sera toujours sous la loupe. Pensez-vous, monsieur Taoui, si on avait un Parlement qui était indépendant, si on avait l'indépendance, comme certains pays, entre l'exécutif, le législatif et la justice, on serait là aujourd'hui? Ouais. On ne serait pas là parce que le vote a été... Voilà. Il y avait beaucoup de trafic selon l'opposition. Et pour revenir à M. Bedoui, quand vous ramenez 60 000 signatures pour le président Bouteflika, et c'était l'arrogance. 5 millions. Presque 60 000, 6 millions. 6 millions dans des fourgons, avec cette arrogance, alors que le peuple était dans la rue. Vous pensez que je pourrais faire confiance à celui-là pour m'assurer la période de transition? Donc pour vous, Nourdin Bedoui doit partir aussi. Ah oui. Et si là, je sais pas, je pense, je peux pas douter de son patriotisme, mais par patriotisme, essayer de répondre à l'appel de ce peuple. Oui, et l'appel, c'est vous partez. Il y a donc ça, M. Mziouni. Ça m'a fait plaisir, c'est moi qui vous remercie. Puis, vous êtes optimiste? Je suis très optimiste parce que c'est un peuple extraordinaire. C'est une jeunesse qui est consciente, elle ne sera jamais violente et elle va continuer à l'être. Inch'Allah. Merci beaucoup. C'est Mokhtar Saïd Mdiouni, ancien officier supérieur à la retraite des forces aériennes, expert aéronautique à Verital. Merci d'être venu. Et Inch'Allah, on aura l'occasion de vous retrouver dans le futur pour développer d'autres aspects, probablement liés au secteur aérien. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on se retrouvera dans l'après-midi dans TSA Direct. À tout à l'heure.